Effectivement, il faudrait peut-être qu'on change l'éclairage ou les relations entre nous pour être plus vers un partenariat que vers une opposition systématique avec une sensation de médecin de ne pas être écouté et des sensations des financeurs de ne pas être reconnus comme tels. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Puisqu'on a quelques minutes avant la conclusion, on a 15 minutes. Est-ce que vous avez des questions sur ces sujets de financement, de l'évolution de la pratique? Oui. Je n'ai pas très bien saisi, c'est pour monsieur dont je me souviens plus le nom, qui représente AXA. Vous avez dit que vous aviez laissé tomber le questionnaire médical. Il s'agit de quel contrat dont vous parlez? De navalité d'essai Non, des contrats santé. Ah, je me scrivais dans les contrats santé. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. J'en profite pour dire que, à la suite de ce qu'a dit Étienne Cagnard, et je souscris sur ce plan-là, en fait, ce qu'il faut éviter, c'est les distorsions. Et quand nous travaillons avec vous sur des actes qui sont sous-cotés et que ne sont jamais revalorisés, à la fin, ça entraîne des distorsions, donc des comportements de certains professionnels qui sont plus adaptés, des surfacturations qui sont justifiées par la réalité de l'acte, mais pas par rapport à une cotation. Il en est même chose par rapport à des niveaux d'honoraires. Alors ça va être capé par des contrats responsables et du coup ça va toucher l'ensemble de la profession. Et en fait, je crois qu'il y a deux façons d'éliminer, de limiter les distorsions. Il y a la première qui est effectivement de mettre un maximum de contraintes. C'est ce que nous faisons jusqu'à présent, mais ça a des défauts, parce que ça apporte, nous sommes tous des acteurs économiques, c'est-à-dire que nous décidons nos actes, et donc ça amène des comportements. Soit effectivement, c'est le dialogue, et je crois que c'est ça qu'il faut privilégier. Une réponse que je voudrais faire, enfin une question que je voudrais poser d'abord, on parle des réseaux de soins, qui dit numérique dit réseau. Quid des réseaux de soins en médecine, puisqu'on a pour le moment un blocage de ce côté-là. Comment ça va évoluer? Quel est votre point de vue? Moi d'abord, je ne parle jamais de réseau de soins pour des raisons simples, c'est que le terme, on suit les modes sémantiques. Il y a 15 ans, quand on parlait de réseau, on ne parlait pas des réseaux dont on parle aujourd'hui, on parlait des réseaux de professionnels. Il y a des mots valises comme cela qui véhiculent tout un tas d'idées fausses. J'ai tout à l'heure très vite dit, c'est pas la même chose, l'optique et les médecins. Excellent exemple. Vous avez des professions qui ont un numerus clausus, dans lesquels l'offre est plutôt insuffisante, d'autres dans lesquels elle est excellente. Vous avez des domaines dans lesquels il y a un minimum de régulation publique avec une intervention plus ou moins importante des régimes obligatoires. Vous en avez d'autres comme l'optique où les régimes obligatoires interviennent à hauteur de 4% de dépenses. La question qui se pose, et il suffit de regarder les chiffres, si vous regardez 2008-2012, augmentation de l'intervention des complémentaires, plus 58% d'optique. Vous regardez la diminution du reste à charge pour les assurés sociaux, moins 21%. C'est-à-dire qu'une majeure partie de notre intervention a servi à entretenir l'inflation. Quand je veux être provocateur, effectivement, j'ai dit les assureurs complémentaires ne remboursent plus des lunettes, ils remboursent des magasins d'optique. Il suffit de regarder ce qui se passe partout. D'ailleurs, la meilleure preuve, le taux d'équipement vendu par professionnel ou par magasin a été divisé par 2 pendant que le nombre de magasins était multiplié par 2. C'est-à-dire que ça ne correspondait pas à une augmentation des besoins, ça a correspondu effectivement. Très clairement, je défends une politique de réseau contraignante pour l'optique. Et j'assume complètement. Parce que c'est une œuvre qui permet de baisser les prix, d'améliorer la qualité. Vous peut-être, moi non, quand je vais chez mon opticien, je suis incapable de savoir quelle est la qualité de l'équipement qu'on me vend. C'est pareil, et pardon des comparaisons provocatrices, quand vous achetez un fer à repasser. Sauf que dans l'industrie, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place des normes, des process de contrôle qui permettent effectivement d'être assuré d'un minimum de garantie. Ça n'existe pas en matière d'équipements médicaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La contractualisation est toute
nos accords avec les professionnels comportent un volet qualité et un volet prix. Si on contractualise avec des médecins, pour prendre l'autre bout de l'échelle, et je pourrais évidemment graduer les pharmaciens avec des tarifs administrés pour la plupart des ventes et des contraintes d'installation, c'est pas la même chose que les médecins qui n'ont pas de contraintes d'installation ou que les opticiens qui sont en surnombre. Avec les médecins, il est exclu d'être dans une logique de réseau de soins au sens sélection d'un certain nombre de médecins pour orienter nos patients vers eux. D'ailleurs, si on voulait le faire, on n'y arriverait pas parce que l'offre est insuffisante pour permettre un rapport de force de ce type. Ce qu'on veut simplement, c'est savoir ce qu'on paye pour pouvoir diminuer le reste à charge des patients. Moi, je ne suis pas, et je le répète depuis des années, opposé à une rémunération des professionnels au-delà des tarifs de la Sécu, à condition que je sache pourquoi. Et ça se définit avec vous. C'est pas nous qui pouvons vous l'imposer. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il y a longtemps que ça aurait été fait. Je rappelle que les complémentaires remboursent un tiers des dépassements d'honoraires et qu'on ne sait pas ce qu'on rembourse. Bon. Donc si on en est là, c'est qu'on n'a jamais s'y fait. Et on ne pourra pas faire sans vous. Donc voilà le débat qu'on appelle le débat sur les réseaux. Mettons-nous d'accord pour savoir de quoi on parle, travaillons ensemble, fixons des lignes jaunes à ne pas dépasser, l'indépendance professionnelle des médecins en est une, et on pourra trouver des solutions. Je n'ai aucune inquiétude de ce point de vue-là. Merci Étienne de cette réponse qui est très claire. Juste un petit... tu as déjà posé une question, donc fais bref, parce qu'on a près de... Ce sera très bref. Très bref. 2 questions, mais très brèves. La première, c'est qu'on n'a pas connaissance du chiffre de dépenses ou de remboursement de l'ensemble du secteur d'audioprothèse par rapport à l'optique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer au chiffre de remboursement de vos côtés, la mutualité et AXA? Et puis, à Monsieur Le Guen, je voulais savoir, on est aujourd'hui dans un nouveau système qui s'appelle le GHT, Groupement Spécialisé de Territoire pour ceux qui travaillent dans le public. Qu'est-ce que ça apporte réellement? On ne comprend pas quelle est la finalité de ce groupement. Alors d'abord, encore une fois, arrêtons de tout comparer. Effectivement, pour moi, l'audioprothèse, c'est pas l'optique. Pour des raisons très simples. On voit bien que l'audioprothèse est beaucoup plus opérateur dépendant, que l'apport de l'audioprothésiste n'est pas du tout le même que celui de l'opticien, même s'il n'est pas négligeable. Derrière, on a un certain nombre de questions qui se posent. C'est-à-dire, comment travaille-t-on ce sujet pour le rendre plus accessible à la population? Alors, je renvoie, j'avais la chance de participer il y a peu de temps au congrès des audioprothésistes. C'est vrai que la France est un pays de paradoxe, parce que à la fois on a des difficultés d'accès et on a plutôt une meilleure utilisation des équipements. C'est-à-dire qu'on a une filière qui fonctionne plutôt pas mal. Mais sur des sujets comme cela, moi je crois que là aussi, il faut être capable de faire la différence entre une approche trop exclusivement tournée sur les prix, type certaines plateformes qui privilégient effectivement les contraintes sur les prix à la qualité. Alors, c'est clair, je l'ai dit au congrès des audioprothésistes, la mutualité est schizophrène dans ce domaine, parce qu'on est à la fois producteur d'équipements, on a un réseau d'audioprothèses, un réseau d'optique, et en même temps financeur. Alors, on peut dire qu'on est schizophrène, ou on peut dire qu'on a la chance d'avoir une meilleure appréciation de la situation, justement parce qu'on tient compte des contraintes des uns des autres. Sur un récent appel d'offres lancé sur l'audioprothèse, les établissements de la mutualité n'ont pas répondu parce qu'on estime que cet appel d'offres est déséquilibré, trop tourné sur les économies, pas assez sur la qualité. Donc il faut là-dessus, encore une fois, qu'on ait une approche qui ne soit pas binaire, il faut une approche qui tienne compte d'un certain nombre de critères et qu'on essaye d'avancer dans ces directions. Voilà, rien de plus à ajouter sur ce type de sujet. Sur les GHT? Sur les GHT, l'objectif, il a été débattu largement à l'Assemblée, c'est simplement, enfin c'est pas simplement, c'est quoi? C'est une meilleure organisation
territoriale entre établissements publics de santé. C'est ça le sujet. Donc ça veut dire un projet médical, au lieu qu'il soit propre à un établissement, il va l'être à un groupement d'établissements. Donc c'est d'abord mieux organiser cette gradation des soins, et c'est ça l'objectif premier. Donc tout est organisé autour de là. Ça paraît évident, vous savez comme moi, il y a une sous-optimisation des organisations, et surtout il n'y a pas eu cette réflexion autour du territoire et autour du patient. Pas beaucoup d'informations médicales, enfin pas beaucoup de données numériques. Aujourd'hui, qui fait de l'analyse territoriale? On a des départements d'information médicale qui ne s'occupent que de la facturation aujourd'hui, parce que c'est dans l'émission. Et donc, ça nous a permis, la rénovation de ce cadre juridique, d'assigner, si je veux dire, des missions d'études territoriales, d'information médicale au département d'information médicale. Donc, c'est le principe de cette réforme. Ce n'est pas une réforme organique, il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de création de nouvelles entités juridiques. C'est simplement une demande de mettre en place une réponse organisée, mieux organisée, à l'échelle territoriale, de manière que tout le monde, les patients, les élus, les professionnels, puissent mieux partager la tâche. Merci. Émile, je crois que tu voulais intervenir. Merci. Je voulais intervenir parce que je ne suis pas sûr qu'au niveau ministériel, nous soyons en mesure de mettre en place tous ces éléments innovants. J'en veux pour preuve que vous nous avez obligés, entre guillemets, à faire des réunions de concertation pluridisciplinaires. C'est un point parmi d'autres, pour organiser la cancérologie. Or, ce qui a été demandé depuis maintenant plus de 10 ans, une rémunération de cet acte, puisqu'en libéral, ce n'est toujours pas rémunéré, on a vu un abandon progressif de beaucoup de libéraux dans ce secteur, parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le temps, et comme c'est pas rémunéré, il faut préparer les dossiers, ça demande du temps, ces choses-là ne sont pas rémunérées. Comment voulez-vous que nous puissions vous suivre pour penser que vous allez nous aider dans des démarches innovantes? Quand on voit que la Haute Autorité de Santé n'arrête pas, mois après mois, d'édicter un certain nombre de réglementations sans avoir un budget derrière. Il n'y a pas de budget, qu'est-ce que vous voulez faire sans budget? On peut innover, on peut penser, nous sommes très forts en France pour le faire, mais je ne suis pas sûr que nous arrivons. J'aimerais que vous puissiez répondre sur ce point. Le secteur de la santé est sans doute le secteur économique qui intègre le plus d'innovation chaque année. Les innovations technologiques, on a fait un rapide calcul, le ministère de la Santé, uniquement sur le champ de la Direction générale de l'offre de soins, consacre environ 6 milliards d'euros par an à l'innovation. Enfin, de manière un peu, en particulier, quand je prends les ATU, la diffusion égale sur le territoire des médicaments très très onéreux. Alors, j'entends. Alors après, je pourrais vous répondre aussi, que n'avez-vous pas abordé ce point dans les négociations conventionnelles, en termes de points durs, en faisant un axe prioritaire. Alors, ça c'est pour être un peu taquin, là où vous avez, il va falloir que nous modifions effectivement très clairement le cadre. Pour le dire à titre personnel, je ne suis pas sûr qu'on puisse, à l'échelon national, modéliser et rémunérer les formes d'organisation qui vont se mettre en place territorialement. Je pense qu'à un moment donné, le sujet de la rémunération calée directement à l'échelon régional ou à l'échelon territorial compétent devra être posé. Je pilote un programme qui s'appelle Territoire de soins numériques, qui vise finalement à mettre en place des plateformes territoriales dont nous parlions tout à l'heure. On est bien conscient que ça va être de nouvelles pratiques, qu'il va y avoir du temps consacré au bénéfice de tous ou en coordination et des nouvelles pratiques et des nouveaux services. Donc on a pris l'audace, si j'ose dire, de sortir du cadre conventionnel actuel et de dire, écoutez, organisez-vous et on rémunérera ces nouvelles modalités d'organisation, ces nouvelles modalités de services territoriaux. Et je pense que cette évolution, qui n'est pas encore intégrée, vous avez raison, dans le secteur des soins primaires, est à mon sens inévitable. Je vous donne simplement
réflexion personnelle, je ne crois pas qu'on pourra la modéliser. L'acte, le tarif de l'acte, peut-être, enfin, mais tout ce qui est autour, et si on veut vraiment se projeter dans une logique de service, je ne crois pas que ça pourrait être fait uniquement au niveau national. Oui, une fois et pas coutume, je voulais défendre effectivement la position d'Exla et de Yannick Leguen dans ce domaine-là. Yannick a dit tout à l'heure, peut-être pas les mots exacts, mais en gros, c'est pas à l'État de dire à chacun ce qu'il doit faire, mais de créer les conditions pour qu'il s'organise entre pairs. C'est pour moi une excellente définition de ce que doit être le rôle de l'État en matière de santé. Il faut qu'on arrête d'imaginer qu'on peut normer les comportements des patients comme des professionnels. On est resté sur le schéma qui est celui de la sécurité sociale de 45, quand au lieu de rembourser les soins, on versait les prestations en espèces. C'est-à-dire qu'on remboursait les conséquences de la maladie plus que le parcours de soins. Aujourd'hui, la complexité, c'est les acteurs qui doivent la prendre à bras-le-corps. Et si je dis ça, c'est aussi pour vous renvoyer une réflexion. Dans la dernière loi de santé, tant décrite, il y avait une disposition qui prévoyait avec beaucoup de précautions la territorialisation des conventions médicales. Avec beaucoup de précautions, puisque, je parle sous le contrôle de Yannick, il était dit que ça ne pouvait se faire qu'avec l'accord des syndicats signataires au niveau national. Donc ceinture et bretelles. Ça a été dénoncé par une grande partie de la profession médicale comme une atteinte inadmissible à la médecine libérale, à la liberté d'exercice. Je pense que c'est une erreur. C'est pour ça que je profitais de cette occasion pour vous le dire, parce qu'on se tire une balle dans le pied en refusant des logiques qui permettent effectivement de s'approcher du terrain, de s'approcher de vos pratiques. Et on ne peut pas dire on n'a pas confiance dans l'État pour organiser telle et telle chose et refuser de se prendre en main au niveau territorial. Pardon, c'est pour ça que j'ai fait signe, je voulais saisir de cette occasion pour effectivement rappeler ces propos. Merci à tous, on va clôturer bien sûr. Ce que je voulais dire, pour paraphraser avec des mots, il faut changer de paradigme, ça c'est à la mode. Comme dirait M. Darty, il faudrait le contrat de confiance. Et puis comme dirait Ségolène, ça sera gagnant-gagnant. Donc c'est là-dessus qu'il faudrait arriver à partir, et si on y arrivait, on aurait quand même, à mon avis, pour les patients, beaucoup avancé pour la qualité de notre activité. Je voulais laisser la parole, pour conclure, je suis désolé pour ceux qui avaient des questions à poser, à Émile Rett et Dominique Chevalier pour le collège et pour la Société française d'ORL, de façon à ce qu'ils nous donnent leur point de vue sur ce forum. Je remercie tout le monde, c'est un travail important, mais c'est aussi un plaisir que de vous voir tous participer. Et j'espère que nous nous reverrons l'année prochaine, encore plus nombreux. Et je voulais remercier nos 3 experts de s'être déplacés pour les ORL.